Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Legistream. Pour cette fois-ci, je suis accompagné de Fanny. Bonjour. Salut Bonjour Fanny, ça va? Ça va. Bah écoute, on est hyper content parce que c'est ta première fois dans l'émission. Merci dans le chat d'envoyer un maximum de force à Fanny. Envoyez un maximum de force aussi à Hugo. Bonjour lui Valérie. qui en a bonjour. Voilà, j'ai changé. On est hyper content de vous avoir tous les deux. Et n'hésitez pas également à envoyer un maximum de force à notre invité, Thomas Cazenave. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Pour faire un peu le point, vous êtes député de Gironde, Ensemble pour la République, ancien ministre des Comptes publics. Et donc, évidemment, on est en plein dedans. Étonnamment, on va parler de budget, puisque ils sont en train d'en discuter en ce moment même en séance, après avoir passé une semaine en commission. Et donc, ma première question, c'est que vous, le dernier budget, vous l'avez vécu en tant que ministre. Cette fois-ci, vous le vivez en tant que député, de l'autre côté du miroir. C'est quoi la position la plus confortable pour vivre un budget? Alors, je l'ai vécu aussi avant ma première année comme député, parce que j'avais suivi un premier projet de loi de finances. C'est pas exactement, effectivement, la même situation. Mais moi, j'ai un avantage, c'est que moi, je soutiens le gouvernement de Michel Barnier. Donc, on soutient le budget que présente et défend en ce moment même Laurent Saint-Martin. Vous exprimez beaucoup moins quand vous êtes député par rapport à un ministre. Le ministre, il prend sans arrêt la parole sur chacun des amendements pour dire s'il est favorable, défavorable. Et nous, on choisit un peu nos interventions en fonction des sujets sur lesquels on veut s'exprimer, défendre nos amendements. Donc, c'est pas le même rôle, mais c'est tout aussi important parce qu'il faut aussi que notre voix elle soit entendue à l'Assemblée nationale. Vous le souhaitez bon courage là, à Laurent Saint-Martin, vu ce qui se présente? Oui, on a eu un avant-goût, nous, parce qu'on était en commission. Et en commission, on regarde tout le budget, toute la première partie du budget. On a tout examiné. Et d'ailleurs, à la fin, nous, on a voté contre. Oui. Et oui, on a voté contre, alors même qu'on soutient le gouvernement, ce budget, parce qu'il a été profondément remanié. Il y a eu 60 milliards d'impôts supplémentaires. Donc, à la fin, on a décidé de voter contre. Donc, la discussion dans l'hémicycle, elle a commencé. Elle n'avance pas très vite. 700 heures de débat attendu, a dit Nadège Abou-Mongoli tout à l'heure. Au rythme où vous allez, 700 heures, sachant que le vote solennel, c'est dans 6 jours. Voilà, donc c'est mal barré. Ouais. C'est mal barré. Ça n'avance pas très vite. Ça, c'est sûr, ça n'avance pas très vite. Et moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez la date? Non. La date de votre convocation devant la commission d'enquête parlementaire sur le budget? Non plus. Et comment, on se sent serein ou pas avant d'être auditionné? Ah oui, alors moi, d'abord, comme je suis parlementaire, je trouve que c'est très normal qu'on puisse s'exprimer expliquer devant les députés, notamment la réalité des chiffres, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez perdu 20 milliards de recettes. Moi, comme ministre, j'avais déjà passé 17 heures à m'expliquer. Donc, j'en ai un peu l'habitude, mais je trouve ça normal qu'on puisse s'exprimer, s'expliquer dans le détail, mais je n'ai pas de date de début de ces travaux. Et peut-être avant de revenir sur la commission d'enquête, nous on aimerait bien aussi avoir un peu votre décryptage là, de ce budget, comment il est sorti en commission. Donc vous le disiez, il a été largement remanié, 60 milliards de prélèvements en plus. Mais donc il faut quand même préciser que ce budget qui est sorti de la commission, en fait c'est plus à titre indicatif, puisque le budget qui arrive dans l'hémicycle, c'est le budget initial du gouvernement. Vous, c'est quoi plutôt votre décryptage de ce budget, alors qu'il sort de commission, parce qu'il donne un peu la tendance de ce que de comment se positionnent les camps? C'est quoi, vous, votre décryptage? Il y a eu, d'ailleurs c'est assez étonnant de voir qu'il y a eu quand même des majorités en commission pour voter 60 milliards d'impôts supplémentaires, mais quand on arrive au vote final, il n'y a plus de majorité. Parce qu'il y a eu des accords de circonstances entre le nouveau Front populaire, avec le Rassemblement national, parfois avec des éléments du bloc central, par exemple avec des propositions du MoDem. Donc tout ça ressort honnêtement assez illisible. Assez illisible pour nous tous, c'est pour ça qu'on a voté contre. Je pense aussi pour les Français. Et nous, on défend quand même quelques lignes dans cette discussion budgétaire. D'abord, oui, il faut réduire le déficit public. Oui, il faut faire des économies. Et non, il ne faut pas augmenter massivement les impôts, parce que massivement les impôts, ça veut dire quoi? Moins de pouvoir d'achat pour les Français, plus de charges pour les entreprises. À qui on augmente les impôts? Ah ben là, vous répondrez la gauche. C'est vrai, mais après la commission, il y en a pour tout le monde.
Tout y est passé. Taxe d'habitation, taxe sur les résidences principales, assurance vie, PME, les ultra-riches, mais tout le monde est concerné. Et nous, on défend plutôt que s'il y a un effort fiscal, il doit être très ciblé. On est favorable à l'imposition des plus riches, on l'a dit, ou bien des très grandes entreprises, même si on est vigilant, on ne veut pas casser la croissance. Mais par contre, ce qui est sorti de la Commission, c'est vraiment des impositions partout, sur tous les sujets. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit qui a l'air un peu contre-intuitif avec ce qui se passe. Vous dites que vous soutenez le gouvernement, effectivement, vous faites partie du socle commun, comme on l'appelle. Simplement, si on en croit Éric Coquerel, le président de la Commission des finances, vos groupes, les groupes rattachés justement au gouvernement, à l'Assemblée, ont déposé près de la moitié des amendements au projet de loi de finances. Donc ça a l'air un peu contre-intuitif. C'est quoi le but de tous ces amendements? Je crois que pour Ensemble pour la République, c'est plus de 400, autour de 450. C'est quoi le but? C'est de faire traîner les débats? C'est de, voilà. Ah non, pas du tout. Nous, on espère que les débats vont se poursuivre, qu'on va avancer. On a des sujets à faire valoir. Par exemple, je vais vous dire, moi j'ai 4 amendements, parmi les amendements que j'ai déposés, qui sont sur la fraude fiscale, pour accroître notre action en matière de fraude fiscale. Je l'ai travaillé d'ailleurs avec les équipes de Laurent Saint-Martin. Donc on est aussi là dans notre travail d'enrichissement du texte. Mais est-ce que ça montre que au château, comme on dit, ça ne suit pas ce que disent les députés, qu'il y ait autant de députés de la Macronie et de la majorité du socle commun qui déposent des amendements? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'en amont, il n'y a pas de discussion avec les députés ou qu'il y a une discussion, mais on s'en fout? C'est-à-dire que, non, mais le contexte dans lequel on est, tout de suite après la dissolution des élections, il y a eu peu de temps. C'est vrai qu'il y a eu peu de temps pour que le gouvernement travaille en amont avec les députés. Moi, quand j'étais ministre du Budget, comme l'avait fait d'ailleurs mon prédécesseur Gabriel Attal, on organisait les dialogues de Bercy, on essayait de travailler en amont avec la majorité, mais aussi les groupes d'opposition sur des amendements. Moi, j'ai soutenu des amendements de l'opposition, mais on travaillait avant. Et là, on a été, je crois, tous un peu pris par le temps, et donc tous les amendements sont arrivés. Pas toujours, c'est vrai, travailler avant avec le gouvernement. Et on a une question là dans le chat. Ouais. Quelqu'un qui demande, Monsieur Cazenave, votre pronostic sur un 49.3 pour la première partie du projet de loi. Ah ouais, il faut qu'elle arrive. Je crois que, quoi qu'il arrive, il y aura nécessairement un 49.3. La question, là, tous les analystes... Première lecture ou deuxième lecture? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une hypothèse où le gouvernement souhaite laisser la discussion aller jusqu'au bout à l'Assemblée. On a 40 jours au maximum pour avoir examiné. C'est une hypothèse, mais comment ça va se passer avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui aussi doit arriver dans l'hémicycle? Bon, quand on est dans une majorité relative, c'est quand même très difficile de ne pas faire de 49.3 à la fin. Donc je pense que l'issue est à peu près certaine. Il y aura un 49.3. Et maintenant, est-ce qu'il y en aura une d'abord sur la première partie? Est-ce que le texte va être envoyé au Sénat? Ça, c'est au gouvernement de... Mais je pense qu'il faut qu'on se dise les choses. Quand il n'y a pas de majorité absolue, il y a quand même nécessité d'utiliser cet article de la Constitution. On diffuse sur ma chaîne, Hugo Perchoir, les QAG aussi, mais le budget, je suis épuisé, et le budget, et beaucoup de gens dans le chat ne comprennent pas pourquoi c'est si difficile pour la Macronie et LR à aller taxer les ultra-riches. Sincèrement, je vous le dis, vous avez sûrement des bons arguments, mais les gens ne comprennent pas pourquoi c'est si difficile d'aller chercher quelques milliards auprès des plus riches. Alors, je vais vous dire 2 choses. D'abord, la première, c'est qu'on soutient la proposition qui est dans le projet de budget d'une contribution exceptionnelle. Et on a vu dans les débats, et là encore dans l'hémicycle, oui, mais ces ultra-riches, il faut créer une imposition massive sur leur patrimoine, récupérer des milliards. Et certains nous disent, mais au fond, ils sont quelques centaines, quelques milliers. Si tout seul dans votre coin, en France, on alourdit massivement la fiscalité, tout seul dans notre coin sur les ultra-riches, vous savez ce qu'ils vont faire? S'en aller. Mais ils vont s'en aller. Moi, je défends l'idée que cette question-là, qui est une vraie question, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, quand vous avez beaucoup d'argent, vous payez proportionnellement moins d'impôts que celles et ceux qui travaillent, c'est choquant. Mais je suis d'accord que c'est choquant. Mais la réponse n'est pas la bonne. Il faut la faire au moins au niveau européen ou au niveau international. J'ouvre une petite parenthèse. On l'a fait pour les multinationales. On a maintenant un taux minimum d'imposition. On l'a négocié dans le cadre de l'OCDE, donc c'est international, 15%. Dans tous les pays, à peu près. Mais ça évite, j'allais dire, l'évasion fiscale. Je crois qu'il faut faire la même chose pour les plus riches. Que si tout seul, on se fait plaisir dans l'hémicycle à faire des super taxes sur les ultra-riches, le lendemain, ils sont partis. Et on n'a rien à taxer. Donc c'est pour ça que moi, j'évite un peu les positions démagogiques. C'est vrai que ça fait bien. Tout le monde est pour la justice. Mais quand vous arrivez concrètement et que vous avez fait une mesure et que vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien à taxer parce qu'ils sont partis, ben voilà, vous avez peut-être eu votre moment de gloire,
mais vous n'avez pas résolu le problème. Pour réagir à ça, il y a quelqu'un justement qui me pose la question dans le chat, je ne dirai pas son pseudo parce qu'il est imprononçable, quelqu'un qui dit pourquoi refuser les hausses d'impôts sur les plus riches et faire passer ça pour des hausses d'impôts pour tous les Français, c'est pas un tout petit peu malhonnête? Non, parce que, encore une fois, nous on est favorable à la contribution exceptionnelle qui est proposée par le gouvernement pour celles et ceux qui gagnent très très bien leur vie. On n'est pas contre cette mesure. On est même favorable. Mais vous avez vu ce que dans l'hémicycle, ils ont voulu en rajouter. Et on dit attention, parce que ces gens-là, les plus riches, ils ont la capacité de partir. Donc nous, oui pour une fiscalité exceptionnelle sur ceux qui peuvent payer, mais attention à ne pas trop se faire plaisir en taxant les milliardaires ou les multimillionnaires avec des très très fortes taxes qui pourraient quitter le pays, alors qu'il nous faut une solution européenne internationale. Et DJ vous dit qu'est-ce qui empêche d'aller les taxer même une fois partis? C'était le débat juste avant d'ailleurs l'émission. C'est oui, mais alors ça c'est très important, ça s'appelle la territorialité de l'impôt. Voilà. On peut le faire dans notre coin, mais ça ne marche pas. Ou alors vous avez des accords avec les pays. Mais si vous voulez, on ne peut pas tout seul, j'allais dire, se faire plaisir. Alors c'est sûr, on tient des tribunes, on prend des grandes déclarations. Ça frappe au cœur, ça frappe aux tripes aussi, celles et ceux qui nous écoutent. Mais ça ne résout pas le problème. Encore une fois, on l'a fait pour les multinationales. Je suis convaincu qu'il faut le faire de la même manière pour celles et ceux qui organisent un peu leur patrimoine pour échapper à l'impôt. En tout cas, si on se pose ces questions, c'est qu'il faut bien remplir les caisses de l'État. Il y a une mesure contre laquelle vous êtes, c'est le patronat aussi, c'est la baisse des allègements de charges. Voilà, vous commencez déjà à réagir. Sauf que cette mesure, d'après les calculs que j'ai vus, ça rapporterait 15 milliards d'euros. Donc, est-ce qu'on peut faire l'économie de cet argent? Alors, c'est une question compliquée. C'est-à-dire que nous, on n'est pas contre quelques augmentations ciblées. Sur les grandes entreprises, la surtaxe d'impôt sur les sociétés, au-delà de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ok. Celles et ceux qui peuvent payer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ok. En revanche, augmenter le coût du travail pour 4 milliards d'euros, c'est 4 milliards d'euros, moi ça me semble très dangereux. Pourquoi? Parce que vous allez toucher tout le monde. La TPE, la PME, les entreprises de services, pas uniquement les grands groupes qui sont exposés à la concurrence internationale. Et si vous augmentez le coût du travail, vous détruisez l'emploi, vous augmentez le chômage. On a réussi une chose, je trouve, très bien ces dernières années, c'est faire baisser le chômage. Donc nous, on ne veut pas cette mesure. On dit il vaut mieux continuer des réformes structurelles. Le millefeuille territorial, c'est 7 milliards d'euros. La réforme des arrêts maladie, la réforme de l'assurance chômage. Mais ne pas retomber dans nos travers. Rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça où on avait un taux de chômage massif. Moi, j'ai travaillé à Pôle emploi pendant des années. Après, je veux dire, on se battait pour inverser la courbe du chômage. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des radiations massives aussi qui ont fait baisser les chiffres, qui ont aidé aussi. On ne va pas se mentir. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Si le chômage il est à 7% aujourd'hui, ce n'est pas l'effet des radiations. C'est parce qu'on a créé beaucoup d'emplois. Depuis 2017, on a créé 2 millions d'emplois. Certains vous répondraient des emplois précaires. Non, mais certains nous disent, j'entendais dans le débat hier soir, cette nuit, ah, mais il y a des apprentis dans votre chiffre. C'est formidable l'apprentissage. Moi, je trouve que c'est des bons emplois. C'est une bonne manière de rentrer dans la vie active. C'est formidable, mais ça dépend combien ils sont payés, parce le seuil de pauvreté reste quand même bas et l'apprentissage, on n'est pas payé des milliers et des cents non plus. Ouais, mais moi, je vous dis, mais vous devez le faire. Moi, tous les apprentis que je rencontre, à Bordeaux, par exemple, chez moi, dans ma circonscription, ils sont très heureux. C'est quand même une très très bonne voie pour rentrer dans le monde du travail, dans l'entreprise. Donc, personne ne peut nier le fait qu'on a réussi à faire refluer le chômage. Pourquoi? Parce qu'on a une croissance forte, on a réindustrialisé le pays. Donc voilà, donc nous, on ne veut pas casser ça. Donc on demande au gouvernement de Michel Barnier de revenir en arrière et en disant on vous fait des propositions, parce qu'on est sérieux, on ne veut pas juste annuler 4 milliards de recettes et ne rien proposer en échange. Donc on fait des propositions et le dialogue continue. Et pardon, je transmets une question, à nouveau une question du chat qui demande pourquoi cette augmentation de taxes sur l'électricité, on n'en peut plus du haut de nos petits salaires. Donc il faut repréciser que dans le projet de loi de finances, est prévu qu'on revienne en gros au niveau de taxes sur l'électricité qui était là avant la crise avec l'Ukraine, avant le bouclier tarifaire. Et en commission, ils ont voté la suppression de cette hausse. Donc voilà, ça c'est petite parenthèse de contexte. Donc pourquoi cette augmentation de la taxe sur l'électricité? Et pendant ce temps-là, pardon, je vais servir du thé puisque tout le monde dit que je ne le sers jamais. Voilà, qui va refroidir. Alors, allez, je sers en même temps. Certains l'aiment chaud. Moi, je suis favorable
Alors, ce n'est pas populaire, mais pourquoi je suis favorable au fait qu'on revienne au niveau de taxation d'avant la crise. Juste l'année dernière, ce qu'on a appelé le bouclier énergétique, c'est-à-dire qu'on a protégé les Français quand les prix de l'énergie ont explosé. On a dit on ne veut pas que ça aggrave la facture énergétique. Et même pour les entreprises. Ça a coûté entre 40 et 50 milliards. Entre 40 et 50 milliards. C'est quand même pas une paille. Est-ce qu'on peut, maintenant que les prix de l'électricité baissent, revenir à la fiscalité qui existait avant la crise, tout en garantissant que pour les Français, le prix de l'électricité va baisser. Parce que le prix de l'énergie baisse de manière forte, ça nous permet à la fois de baisser le prix de l'électricité et de réaugmenter la taxe. Donc moins forte que si on n'avait pas remis. Moi, je trouve ça normal. On ne peut pas laisser penser aux Françaises et aux Français que finalement, on peut prendre en charge leur facture d'électricité comme ça, ad vitam aeternam, d'une certaine manière. Donc je trouve que c'est une bonne mesure qui permet de récupérer de l'argent et de remettre à ce niveau d'avant-crise. C'est toute la difficulté d'ailleurs du moment. Il y a une réaction du plus profond de mon cœur dans le chat qui vous dit, mais vous allez voir, le pseudo va bien avec le commentaire qui dit « Il y en a marre des cadeaux à toujours les mêmes sans contrepartie, c'est vraiment du foutage de gueule ». Moi j'ai un exemple, alors c'était pas Emmanuel Macron le président, mais ce fameux PINS, vous savez, du 1 million d'emplois par le MEDEF, qui a eu beaucoup d'aides, enfin les grandes entreprises qui ont eu beaucoup d'aides et il n'y a pas eu ce 1 million d'emplois créés. Est-ce que vous comprenez que certains aussi, ça les fait tiquer, on aide beaucoup les grandes entreprises et des fois il y a des licenciements ou des plans sociaux, on ne comprend pas trop pourquoi, etc. etc. Mais nous on sort d'une période, c'est pour ça que c'est difficile sur le plan du budget, on sort de plusieurs périodes de crise. On n'a pas aidé que les grandes entreprises. Quand vous prenez en charge les salaires de tous les Français, quand vous aidez les commerçants, les associations, les collectivités territoriales, que vous prenez en charge la facture de l'énergie, vous n'aidez pas que les grandes entreprises, loin de là. Vous aidez tout le monde. En fait, on a aidé tout le monde. Et maintenant, d'ailleurs, on nous le reproche. Vous entendez le débat. Mais qu'est-ce qui se passe? On découvre qu'il y a un déficit public. Les gens découvrent un peu qu'on a aidé tout le monde. Et les mêmes là, qui nous attaquent dans l'hémicycle, ils étaient toujours pour en mettre plus. Baisser la TVA, faire un chèque carburant. Et donc, on est dans ce moment-là où il faut progressivement revenir à un mode normal. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'on aurait aidé que les grandes entreprises. Ce n'est pas vrai. Là, vous êtes en train de défendre un bilan, mais d'une certaine manière, je vous trouve là aussi un peu incohérent, parce que si j'écoute hier ce que vous avez dit sur LCI, vous dites que la dissolution de l'Assemblée le 9 juin, que l'organisation législative et la démission du gouvernement dont vous faisiez partie a participé à ce dérapage du déficit. Donc en fait, c'est quand même aussi la faute du président Emmanuel Macron. Et donc, ça nous ramène... Faut toujours aller chercher le président quelque part. Bah oui. Non, il y a deux choses. Ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, le déficit, on ne l'a pas découvert. On avait un niveau de déficit important en raison notamment de toutes les mesures de crise. Et quand même sous-estimé. J'y reviendrai. Et quand en 2024, notamment sur l'effet 2023, on a perdu 20 milliards de recettes. On s'est trompé, les services de Bercy, on s'est trompé de 20 milliards de recettes. Nous, on a activé un fonds... Sacrée boulette quand même. Oui, bien sûr, c'est une erreur. Non, mais attends, moi, il y a eu des sanctions ou pas? Non, il n'y a pas eu de sanctions. J'y reviendrai. Et ce n'est pas facile non plus quand vous êtes dans un gouvernement démissionnaire de prendre ce type de décision. Ce que je veux dire par là, c'est face à la constatation de cette difficulté sur les recettes, nous, on a annulé 10 milliards d'euros. Rappelez-vous, c'était toutes les unes sur les coupes budgétaires. Alors là, tout le monde critiquait les coupes. Les fameux 10 milliards. Voilà, les mêmes qui nous disent qu'est-ce qui se passe sur le déficit, ils disaient mais qu'est-ce qui se passe, les coupes budgétaires. On a assumé 10 milliards. Et on avait un plan, je dirais, de redressement des finances publiques liées à cette crise. Et ce plan a été interrompu par les élections, vous avez raison de le dire, les élections législatives. On n'a pas mis en œuvre toutes les mesures qu'on voulait. Elles ont été stoppées. Donc moi, j'ai gelé 16,5 milliards d'euros pour le prochain gouvernement. Il n'a pas repris une partie des mesures qu'on devait faire. Et donc, effectivement, on s'est arrêté à mi-chemin. Et donc, oui, vous avez raison de dire que la crise politique, cette dissolution, a eu un impact sur les finances publiques dans la mesure où on n'a pas pris toutes nos mesures. Et en même temps, on pourrait vous répondre que le problème était peut-être connu avant, que ça fait longtemps que nos dépenses sont élevées, que les finances dérapent, on va dire, et que donc, il ne fallait peut-être pas attendre cette année, et certainement pas le mois de juin, pour réagir. Et voilà. Non, mais vous savez... parce que j'allais dire, en plus de ça, il y a beaucoup de messages, fait beaucoup de réagir, donc on a un peu de mal à tout suivre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui dit, si on le savait, pourquoi pas de budget rectificatif. Je suis en train de m'habituer, je prends la main. Et là, donc quelqu'un demande, si on le savait, pourquoi pas de budget rectificatif, comme le disait Bruno Le Maire.
C'était une hypothèse sur la table. On avait plusieurs manières de corriger le tir. Il y avait soit un projet de loi de finances rectificative pour faire 10 milliards d'euros de plus d'économies de recettes, soit, et c'est l'autre option qui a été choisie, d'annuler en fin de gestion 10 milliards d'euros et de mettre dans ce PLF-là des mesures pour 2024, des recettes, taxer les rachats d'actions, les énergéticiens. Donc il y avait plusieurs approches, mais en revanche, on était tous d'accord sur une chose, il fallait faire cette année 20 milliards d'efforts supplémentaires, on en a fait 10, puis on a été interrompu par la crise, et ces 10 autres milliards, on n'a pas pu les faire. Et d'ailleurs, on avait d'autres mesures sur le champ de la sécurité sociale, très impopulaires à prendre d'ailleurs, très impopulaires. Dans le chat, il y a des gens qui réagissent quand je vous ai demandé s'il y avait eu des sanctions. Vous m'avez dit non. Il y a par exemple quelqu'un qui dit Kerviel, il a fait une boulette à 5 milliards, il s'en est pris des sanctions, etc. C'est vrai que ça peut sembler étonnant, parce que 20 milliards, ça a quand même un impact sur les finances. C'est pas n'importe quoi. Les Français ont fait une erreur à la banque ou un truc comme ça, ou même sur les impôts, même si vous avez mis oops.fr, là, .gouv.fr. On a le droit de se tromper une fois. Est-ce que la personne qui a fait l'erreur de 20 milliards va aller sur oops.gouv.fr? C'est pas. D'abord, c'est pas une erreur de collecte de l'impôt, c'est une erreur dans les prévisions, dans le modèle. Et depuis, et d'ailleurs ce sera un élément qui va, je crois, être discuté au moment de la commission d'enquête, c'est que depuis la crise du Covid et tout ça, les modèles à Bercy, ils ont été très perturbés en fait. D'habitude, on considère, pour faire simple, quand la croissance fait ça, les recettes font ça. C'est parfaitement proportionnel. Eh bien, ça n'a pas été proportionnel. Les années précédentes, on a eu plus de recettes qu'attendu. Et en 2023, beaucoup moins qu'attendu. Donc vous voyez, c'est très... La personne qui a fait les prédictions était optimiste, quoi. Non, je pense objectivement, manifestement, il y a eu un biais d'optimisme. Mais justement, comment ça se fait question vraiment vulgarisation totale. Comment ça, qui c'est qui dit alors là ça va être 4,4% d'augmentation et pas 5,5 voilà, Est-ce que vous passez par il y a une question par des cabinets de conseil? Non, pas du tout. Comment ça marche concrètement? C'est les modèles à Bercy dans ce qu'on appelle la Direction générale du Trésor, qui fait les prévisions de finances publiques. Et elle s'appuie sur d'autres directions de Bercy. Vous avez la Direction générale des finances publiques, qui elle regarde la collecte d'impôts, TVA, impôts sur le revenu. Vous avez la direction des douanes aussi, qui collecte certains impôts. Vous avez la direction du budget. Et donc, ils se mettent... Et la direction de la sécurité sociale, parce que vous avez les cotisations sociales. Donc, ils se mettent autour de la table, en fonction de leur analyse, leur remontée, en fonction de leurs prévisions et leur modèle macroéconomique, ils essaient d'estimer au mieux l'évolution des recettes. Et c'est comme ça que les prévisions de recettes sont faites. On va peut-être juste... On parle beaucoup de budget et c'est normal. Et c'est normal. Et on y va avec beaucoup de cœur. Mais je vois qu'il reste 7 minutes. Pour changer un peu de sujet, on se demandait comment ça se passe en ce moment à Renaissance. C'est quoi un peu l'ambiance au sein du parti? Parce que donc il va y avoir l'élection du nouveau président du parti. Pour vous, Gabriel Attal, c'est un bon candidat pour cette présidence. Voilà, donnez-nous un peu comment ça se passe dans le parti. Il va y avoir un moment très important pour nous. Il y a un moment sur l'élection. Elisabeth Borne qui s'est déclarée candidate. Gabriel Attal ne sait pas, je dirais encore. Team Borne ou Team Attal? Non mais attendez. Pas nous, monsieur le député, pas nous. On a dit qu'on avait le temps en plus pour en parler. Nous, on a beaucoup de chance, c'est qu'on a beaucoup de talent. Non mais je le dis, moi j'ai travaillé avec les deux. Elisabeth Borne a été... pirouette. Elisabeth Borne, elle a été ma première ministre. Gabriel Attal a été mon premier ministre. Je les trouve tous les deux très talentueux et j'ai d'excellentes relations avec tous les deux. Donc, je considère que c'est deux excellents candidats. J'attends quand même, parce que Gabriel Attal ne sait pas encore... Vous attendez le programme? Oui, on jugera sur pièce. J'attends qu'il se déclare candidat. Mais et quand il se sera déclaré, vous le soutiendrez? Moi, j'ai dit que c'était un très bon candidat. Mais je m'en cache pas. Et je considère aussi qu'Elisabeth Borne, elle doit jouer un rôle très important. Et l'ambiance... Dans notre famille politique et ici à l'Assemblée. Pardon, vous allez dire que je reviens au président Macron, mais l'ambiance entre Macron et les députés de la majorité, c'est quoi? Je sais qu'il y a des déjeuners qui sont organisés pour recréer un peu un lien de confiance. Ça sert vraiment à quelque chose ou c'est trop tard? Non, mais je pense que c'est important qu'il entretienne des relations avec les députés qui d'ailleurs ont été élus... Et vous lui faites encore confiance vraiment tous, collectivement? Écoutez, moi je pense que le président de la République, il a ce mandat direct qui vient des Français. Il a été élu aussi au suffrage universel, il a des responsabilités éminentes, et y compris dans notre formation politique, et c'est bien normal. Et je trouve ça très bien qu'il entretienne une relation régulière, rapprochée avec les députés. Mais je crois qu'au-delà du choix du casting, nous on a un véritable... On le voit bien, on a une forme de nouvelle étape à franchir, nous, à Renaissance. On a exercé de nombreuses responsabilités pendant 7 ans, on est dans une nouvelle configuration. C'est honnêtement un profond changement ce qui est en train de se passer, y compris pour les députés. Et il faut surtout, et ça c'est le message que je fais passer, qu'on réinvestisse le champ des idées, quoi. Moi
Voilà, il faut qu'on repropose de nouvelles idées, qu'on travaille. C'est un de la Macronie pour vous? Non, mais attendez, au bout de 7 ans d'exercice du pouvoir, il y a quand même une forme d'essoufflement programmatique. Ce qui est assez fou, c'est que Macron, c'était un anonyme il y a 10 ans. Enfin, moi c'est ça que je trouve hallucinant. C'était il y a 10 ans, personne ne connaissait Emmanuel Macron, hormis dans les cercles politiques. En 2 ans, il est devenu président. Et on a l'impression, en fait, qu'il sera passé en 10 ans de tout à rien. Non, vous pouvez pas dire rien. Rien. Ah non, il est en tout cas, l'après-Macron. Voilà, on se demande ce que ce sera l'après-Macron. Mais l'après-Macron, c'est aussi à chacune et chacun d'entre nous de le bâtir. Est-ce qu'on a envie demain que dans l'espace central, on ait une formation politique comme Renaissance qui soit lisible, qui fasse des propositions, adaptées aussi aux nouvelles attentes des Françaises et des Français? On ne peut pas rester sur les programmes. Faire des propositions, c'est bien, les mettre en œuvre. Moi, j'ai plein d'exemples d'annonces d'Emmanuel Macron qui ne sont pas faits. Je pense, par exemple, là, on a eu le prélèvement à la source. On attend toujours le versement à la source. Ça n'arrivera jamais. Mais ce n'est pas vrai. Avec la composition actuelle. Mais ce n'est pas vrai. Ça a été lancé. C'est un travail hyper lourd. On a maintenant, regardez dans votre fiche de paye, le revenu social de référence. Je suis auto-entrepreneur. Voilà. Vous demandez autour de vous. Voilà. Vous allez bien trouver quelqu'un qui a une fiche de paye. Vous verrez, on commence à le calculer. Pour demain, préparer le versement à la source. Mais ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Ce que je veux dire par là, nous, on a mis en œuvre progressivement les 2 engagements, l'engagement de 2017, 2022. Et c'est normal, on est à ce moment-là où il faut qu'on se réinvente. Il faut qu'on refasse, il faut qu'on travaille dans notre parti, il faut qu'on fasse des propositions. Oui, parce que j'allais dire, la semaine dernière, c'est Marie Lebec qui faisait un point sur les adhésions au sein du parti, qui disait que c'était vraiment 500, je crois, mémoire, en chute libre. Ouais. C'est quoi un peu... Il y a des gens qui disent, par exemple, le champ des idées de la Macronie, on l'attend toujours. C'est vrai. Mais ils ont raison. Enfin, on a l'impression que votre alliance avec LR, vous êtes un peu paumé. Enfin, moi, c'est vraiment... moi qui regarde la politique tous les jours, vous êtes paumé, en fait. Mais attendez, bien sûr, c'est un énorme changement pour nous. On a dit, il faut qu'on fasse réussir le pays, on le fait avancer. Un Premier ministre qui n'est pas issu de notre famille politique, des LR, comment on se positionne? Il a fallu du temps pour se positionner. Et on n'a pas encore, je vais vous dire, complètement trouvé le bon équilibre, le bon espace. Il faut qu'on soit plus audible. C'est quoi nos combats? Moi, j'ai par exemple déposé une PPL sur la lutte contre la fraude, par exemple. Je considère que depuis le début de l'engagement d'Emmanuel Macron, il y a eu une loi en 2018, le plan de Gabriel Attal. C'est un sujet parmi d'autres. Mais je pense qu'il faut qu'on reprenne une initiative politique en disant, voilà, pourquoi les électeurs et les électrices, ils font confiance à des députés d'Ensemble pour la République. Et pour ça, il faut remettre des propositions sur la table. Transformation du monde du travail, encore en cours. Comment on accompagne ces transformations-là? Sur la question écologique, sur les questions régaliennes. Il faut qu'on reprenne. Voilà, je veux dire, il y a un travail du parti qui doit être refait sur la production d'idées, la production d'idées nouvelles. Comment vous avez réagi en revoyant les tweets de certains députés macronistes très sarcastiques hier soir après l'élection de Jérémy Yordanov, notamment Stéphane Travert ou Éric Botorel? Est-ce que c'est une vengeance pour vous d'une partie des macronistes qui... Non, c'est pas de vengeance, on n'a pas fait complètement le plein. La réalité, c'est que tout le monde a été très meurtri. Le report n'était pas positif. Hein. Oui, non, mais attendez, est-ce qu'une grande partie... Les modems, il a manqué des voix du modem. Non, mais il a manqué des voix, c'est certain. Est-ce que chez nous, on a été très meurtri de voir notre candidat, Stéphane Travert, excellent candidat, pour lequel une partie, semble-t-il, de députés LR ont préféré voter pour la France insoumise? Oui, ça nous a choqués, ça nous a ébranlés. Et normal, ça laisse des traces. Maintenant, il faut avancer. Alors, on ne va pas rester comme ça. Le pays doit avancer. Nous-mêmes, on doit travailler mieux dans le socle commun. Donc voilà, c'est hélas une nouvelle vice-présidence pour le nouveau Front populaire. Mais moi, je crois que maintenant, il faut avancer. Bah écoutez, on prend acte, puisque on arrive déjà à la fin des 30 minutes. Ça passe vite quand on s'amuse. À l'inverse du budget. À l'inverse du budget qui passe pas très vite. Bon, en tout cas, merci beaucoup Thomas Cazenave. Merci beaucoup. On va inviter demander à notre second invité de venir. Est-ce qu'il est dans le coin? Alors, vous ferez attention en sortant à ne pas marcher sur le chat. Voilà. Bon, faites attention. Merci à vous. Alors d'ailleurs, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Le chat. En parlant du chat, il faudra que vous nous donniez vos idées de noms. On aimerait voir défiler des tas de choses. Bonjour. Antoine Léaumont. Monsieur Léaumont. Bonjour. Enfin, vous allez bien? Moi, je dis enfin. Bonjour. Enfin, on se voit. Tout à fait. Depuis le temps. Bonjour. Merci beaucoup de venir, nous faire l'honneur de venir sur Legistream. Donc,
Antoine Léaumont, député La France Insoumise de l'Essonne. Vous êtes je vois que vous regardez déjà le chat, vous êtes un peu un habitué, vous êtes chez vous. Bonjour Antoine. Voilà, il y a des amis. Des amis. Voilà, c'est Twitch 2. Exactement, j'allais dire, vous êtes un peu vous êtes le premier député sur Twitch. Quand est-ce que vous allez demander sa couronne de député Twitch à Hugo Bernalicis? Je vais pas lui. Mais non, il n'y a pas match parce que nous, on n'est pas en compétition avec Hugo Bernalicis. Au contraire, moi, je trouve qu'il a inventé une manière d'utiliser Twitch à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Yael Braun-Pivet n'était pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il l'utilise en hémicycle, ce qui est dommage. Oui, parce que c'était parce que c'est dommage, parce que c'était une manière de pouvoir commenter ce qui se passait. Et en réalité, une partie de notre travail de député consiste aussi à informer sur ce qu'on fait. Et je pense que s'il y a eu beaucoup aussi de désaffection vis-à-vis de la politique, c'est parce qu'on avait avant cette période-là, l'impression qu'il y avait des politiques qui étaient un peu loin de nous, qui faisaient leur truc dans leur coin, qui prenaient des décisions avec lesquelles on n'était pas d'accord et sur lesquelles, en réalité, on n'avait aucun retour. Maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, justement, grâce aux réseaux sociaux, on a, nous, le moyen de faire en sorte qu'on informe sur ce qu'on fait et on a aussi moyen d'informer sur ce que font les autres. Et ça change radicalement la vie politique parce que ça augmente la transparence de la vie politique. Et moi, je suis bon, après, c'était mon métier, les réseaux sociaux. Donc, ouais. Je vais vous poser une question justement à propos des réseaux sociaux que j'ai vue dans une tribune du JDD. Je cite la question, est-ce qu'il faut vous couper les réseaux sociaux? Parce que vous avez tendance à tweeter des dizaines de messages par jour. Ça m'a fait super rire de voir ça parce que je me suis dit, non, si même le JDD se sent obligé de dire qu'il faut me couper Twitter, c'est que vraiment je les embête. Oui, parce que vous parlez de partager des idées, raconter ce que vous faites, sur quoi vous votez, etc. Ok, mais aussi parfois on vous reproche de créer des polémiques parfois un peu stériles. Oui, bon ça. En réalité, ceux qui créent les polémiques sont ceux qui me reprochent de les faire, parce que là en l'occurrence c'était le JDD qui essayait de me créer une polémique. Je me souviens même plus sur la base de quoi d'ailleurs, mais j'avais dû faire un truc qui les avait beaucoup agacés. Mais ce qui m'intéresse moi sur les réseaux sociaux, c'est que chacun a sa grammaire. Twitch justement, ça va être le chat. Si vous regardez pas le chat sur Twitch, on est à côté de la plaque, à mon sens. Sur YouTube, ça va être plutôt de l'explication, donner des éléments de compréhension. Les gens, ils attendent un contenu qui est un contenu de très haute qualité et où on comprend des choses que sinon on comprend pas. Sur Twitter, les gens, ils attendent un peu du ça tape quoi. Donc si jamais c'est pour ça d'ailleurs que vous axez beaucoup vos tweets contre le RN, parce que je suis allé voir votre Twitter, quasiment vos 50 derniers tweets c'est pour taper sur le RN. Après là moi je suis en commission des lois. Commission des lois, on a les questions sécurité, police, immigration, justice, et la commission des lois elle a un immense avantage sans doute, c'est qu'elle permet de voir d'une certaine manière l'épure de chacun des camps politiques. Le Rassemblement national sur ces sujets-là, il dit des trucs, c'est turbo-facho là, donc c'est vraiment, quand vous les écoutez en commission des lois, par exemple hier soir, on parlait immigration et naturalisation, en voilà un qui nous dit que les Français naturalisés ne sont pas tout à fait des Français comme les autres et que, comment c'était sa formule, ils crachent sur le drapeau et sur l'histoire de notre pays. Les bras nous en tombent quoi. Il y avait un député macroniste qui dit mais moi je suis un député, moi je suis quelqu'un qui est naturalisé. Vous m'insultez, vous insultez ma famille. Et on voit dans ce genre de moment que les positions politiques sont aussi des choses qui ont trait à la vie personnelle des gens, qu'on décide dans la politique de choses qui vont impacter la vie des gens. Quand le Rassemblement national parle par exemple de Français de papier, il reprend les mêmes expressions que le régime de Vichy. Le premier truc que fait le régime de Vichy en arrivant, c'est de dénaturaliser ceux qu'ils appelaient les naturalisés de papier, qui étaient les Français qui avaient obtenu la naturalisation après une loi qui avait facilité la naturalisation. Donc en fait, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est que on peut, dans ce genre de moment, avoir des positions politiques qui sont très claires, et moi, j'essaye de les mettre en avant pour que les gens puissent choisir. Moi, j'essaye de convaincre, et y compris des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Et justement, dans le chat, il y a Maski qui vous demande quelle est votre ligne sur la laïcité, plutôt Jules Ferry ou Aristide Briand? Je ne vais pas répondre comme ça parce que je n'aurai pas la compétence nécessaire pour dire si je suis plutôt Ferry ou Briand. Sur Jules Ferry, j'ai un petit problème quand même avec Jules Ferry, qui est que c'est quelqu'un qui a défendu la prétendue inégalité entre les races. C'était comme ça qu'il disait à l'Assemblée nationale pour justifier la colonisation. Jules Ferry qui donne son nom à plein d'écoles et tout ça précisément pour la loi de 1905, mais il ne faudrait pas oublier que c'était un gros raciste quand même, et que sur ce sujet-là, moi je suis plutôt du côté de Julien Magne
dans l'Assemblée nationale qui, au moment où Ferry dit l'inégalité entre les races, il dit « Oh, vous osez dire cela au pays des droits de l'homme où a été proclamée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Moi, je suis de son côté. En plus, il parle de la déclaration, donc je suis avec lui à 100%. Mais pour vous répondre sur la question de la laïcité, je pense qu'il y a une perversion de la laïcité qui est faite par un certain nombre de personnes aujourd'hui qui vont utiliser la laïcité, la prétendue laïcité, mais je mets des guillemets, comme une manière de repousser les citoyens musulmans hors de la République. Or, ce n'est pas ce que demandent nos compatriotes musulmans. Ils veulent juste pouvoir vivre leur religion tranquillement. Ils veulent juste qu'on leur foute la paix et qu'on ne les embête pas si, par exemple, ils veulent avoir un voile. Mais pas plus que les citoyens juifs qui veulent porter la kippa ne doivent être embêtés par les gens qui essayent de les embêter. Donc ce que doit protéger la laïcité, c'est justement le droit d'exercer librement sa religion, de porter un voile, de porter une kippa, de faire comme on l'entend, parce que ce que définit la laïcité, à mon sens, c'est une forme de cécité de l'État. L'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, ne reconnaît, ça veut dire qu'il n'est pas capable, il ne peut pas avoir, il ne sait pas. C'est un culte, qu'est-ce qu'est un culte? Je ne suis pas capable de le dire, je ne m'en mêle pas, je laisse les gens tranquilles avec leur religion. Bon, je crois qu'on en est assez loin aujourd'hui, parce que chaque fois qu'il y a une loi sur la laïcité, on va mettre des énormes guillemets qui est faite, en fait c'est une loi contre les musulmans. Il faut dire les choses clairement. Et les compatriotes musulmans, ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol. Ils veulent être traités comme des Français, pas comme des musulmans qui enfreindraient la laïcité ou je ne sais quoi. Ils veulent juste vivre tranquillement leur religion. Le chat a l'air de plutôt vous apprécier. Est-ce que vous diriez... Oui, c'est peut-être ma commu, c'est peut-être ma commu. Twitch, salut les copains. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi d'assez confortable à faire de la politique sur Twitch? Est-ce qu'il y a une couleur politique sur Twitch? Oui. Et est-ce qu'elle vous sert d'une certaine manière? Réponds pour toi. Ah ouais, oui. elle est de gauche. Ah vous bah, en tout cas, les personnes qui s'en saisissent. Vous connaissez Damon, le streamer? Non. Non, qui est un streamer de gauche et un de ses modérateurs m'a dit je vais t'expliquer, nous avant on était sur YouTube, l'extrême droite nous a dégagé de YouTube, Twitch c'est à nous maintenant. Ah bah c'est marrant. Donc voilà. C'est marrant parce que moi quand on a D'ailleurs fait... il y a 10% de votre groupe qui est sur Twitch, j'en précise. Mais c'est marrant parce que quand on a fait la chaîne YouTube de Jean-Luc, moi mon analyse, enfin quand on a commencé à vraiment la développer, parce que c'était autour de 2016, où on a lancé la revue de la semaine et tout, mon analyse à moi c'était l'extrême droite est très présente sur YouTube et justement notre devoir, d'une certaine manière, est de faire en sorte que cet espace-là devienne un espace où au moins il y a d'autres possibilités. Et j'ai eu plutôt l'impression qu'on avait réussi à équilibrer les choses, et parce que, y compris quand on fait du contenu avec quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui a pour le coup une énorme audience, en plus là il vient de recevoir, je peux vous le dire, le trophée en du million. exclusivité, le trophée du million. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai vu la photo, on m'a envoyé la photo, donc j'étais super saucé. Exclu, voilà, elle légistream le chat. C'est incroyable, Voilà, vous avez une exclu. Jean-Luc a le trophée du million. Ça y est, on l'a reçu. Mais voilà, et je crois qu'on a réussi un peu à équilibrer ce réseau social-là. Je ne dirais pas que c'est le cas sur tous les réseaux sociaux. Je pense qu'on a fait du bon boulot pour le coup, parce qu'on a, en développant les réseaux sociaux, permis une autre manière de faire de la politique et d'informer. Je pense qu'on a, en fait, je crois qu'en France, on est une assez grande exception à gauche et qu'on a réussi à bien faire passer les idées et le programme qu'on défend. Et je crois que c'est ça que les gens... Et notamment sur Twitch, parce que justement, pour reprendre la question de Fanny, est-ce que du coup Twitch c'est quand même plutôt de gauche ou pas? Je sais pas, parce que par exemple, il y a plein de fois où moi, il y a des gens qui viennent dans mon chat qui sont de droite, voire d'extrême droite. Non, mais en tant que streamer, oui, les gens spectateurs, c'est plus nuancé. Mais dans les gens qui font du contenu politique, surtout. Moi, je parlais du contenu. Oui. Je parlais des créateurs de contenu. Ah oui, créateurs de contenu, c'est clairement plus. Je pense que c'est clairement plus. Les gens de gauche se sont davantage emparés de Twitch pour faire de la politique. Effectivement, Dany Heraz, ils ont d'une certaine manière aussi beaucoup montré la voie. Hein. Et avec la Zawa Prod, ils organisent maintenant un réseau de streamers, donc ça marche assez bien. Il y a Sandre, Ilyes, voilà. Wissam, enfin vraiment, et je trouve qu'il y a un vrai travail qui est fait par les streamers de gauche, c'est vrai, sur Twitch, mais après sur les spectateurs pour le coup, et moi c'est ce que j'adore sur Twitch, enfin franchement j'adore ça. C'est un peu désagréable pour les gens qui me suivent, mais souvent je vais répondre plus aux gens avec lesquels je suis pas d'accord. Aux gens qui vont me dire des trucs d'extrême droite ou des trucs de droite ou des trucs où ça va créer du débat. Parce que moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, les gens qui sont d'accord avec moi,
bon ben, s'ils sont convaincus, ce que je peux faire de mieux, c'est leur donner des arguments pour convaincre des gens qui sont d'un autre bord politique. Parce que je vois en réaction quelqu'un qui dit après les jeunes sont majoritairement de gauche aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, alors après, ça, c'est une règle sociologique majeure qui est que les jeunes sont plutôt de gauche et les anciens sont plutôt de droite pour une raison. Moi, je suis sociologue de formation à la base, mais. Vous avez peur de devenir vieux ? Pour une raison. C'est pas possible, c'est dans la tête. Non, mais franchement, quand je vois Mélenchon, je me dis c'est possible d'avoir 71 ou 72 et de rester jeune dans sa tête, donc ça me va totalement. Mais qu'est-ce que je vous disais sur les. Je sais plus. Les jeunes sont plutôt de gauche. Ouais, les jeunes sont plutôt de gauche. Ben, quand on vieillit, on accumule du capital. Et au bout d'un moment, on a tendance à avoir envie de vouloir le défendre. Et en tout cas, c'est la logique sociologique qui est derrière et qui est étudiée par les sociologues, c'est un peu ça. Après, je pense qu'il y a aussi une manière de s'informer chez les jeunes qui est différente de celle des personnes les plus âgées. Les personnes plus âgées regardent davantage la télévision. Et bon, CNews n'est pas vraiment une chaîne de gauche, par exemple. Est-ce que l'intérêt aussi des réseaux sociaux, c'est pas de ramener la jeunesse aux urnes, finalement parce que... Sauf que, oui, mais en fait, quand vous vous adressez à des gens sur Twitch, en fait, ce sont des gens qui sont déjà politisés. Donc, en fait, est-ce que... Pas forcément. Oui. Pas forcément. Moi, je vois, par exemple, il y a des... Alors, ça, c'est un truc qui me sidère, mais il y a des gens qui sont au collège. Ouais. Ils regardent les trucs sur Twitch, qui sont pas très politisés, qui sont en demande d'explications. Ils n'ont pas encore le droit de voter s'ils sont au collège. Et inversement, comment ? Ils n'ont pas encore le droit de voter s'ils sont au collège. C'est une forme d'évangélisation. Inversement, non. Moi, je pense que... Sans parler du terme religieux. Il y a une forme de sous-estimation des jeunes et de leur appétence pour la politique et de leur intérêt. C'est pas ce que je dis. Je comprends. Mais moi, j'estime qu'une personne qui est au collège, c'est le moment où on commence à faire de la réflexion politique. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent, qui ne sont pas forcément d'accord avec les opinions de leurs parents, par exemple, qui se disent « mais tiens, mais c'est parce que à l'école, c'est pas la même chose qu'on me dit », et qui sont en attente d'éléments de réflexion. Moi, je dis pas aux gens ce qu'ils doivent penser, je dis aux gens ce que je pense. Ce que je pense et je le défends. Et soit les gens se disent « tiens, c'est intéressant ce qu'ils racontent » et ils sont d'accord avec moi, soit ils sont pas d'accord avec moi et ils continuent le débat. Et moi, c'est ça que j'aime dans le chat Twitch, c'est le débat qu'on peut avoir. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. Il y a un fan qui dit « c'est la stratégie de Léaumont qui m'a repolitisé. J'avais abandonné la politique jusqu'à ce que je tombe sur la chaîne de Mélenchon. » Il a vu... ça, c'est la moi qui suis sur Twitch quotidiennement, vu que c'est mon boulot, je le vois évidemment qu'il y a et que c'est, je le dis en live, et on m'accuse régulièrement de critiquer LFI, mais quand j'en dis du bien, notez-le quand même, on ne peut pas nier effectivement que votre stratégie est exceptionnelle. Vous êtes parmi probablement le parti politique qui a la meilleure stratégie auprès des jeunes. Faut noter quand même, pas sur Twitch mais sur d'autres plateformes, l'extrême droite, notamment avec TikTok, qui est une plateforme qui cartonne chez les jeunes. Oui, les pas vrai partout. C'est-à-dire, il y a, pour être un peu caricatural, il y a la bagarre entre Delogu et Bardella. Je résume globalement, en gros, les deux grosses figures populaires sur TikTok, c'est Delogu et Bardella. Oui, mais dans les urnes, parce que là on parle des réseaux sociaux, mais dans les urnes, il y a quand même, si je dis pas de bêtises, au présidentiel de 2022, un jeune sur 4, je crois, de moins de 30 ans, qui a voté pour Marine Le Pen. Non. Ou de moins de 25 ans peut-être. Non, je crois que c'est un chiffre qui est un peu inférieur. Moi, j'ai souvenir que à présidentielle 2022, le chiffre que j'ai en tête, c'est 34% des jeunes de moins de 34 qui ont voté Mélenchon. Alors après, c'est effectivement pas du tout le même qui ont voté. J'ai peut-être de ceux qui ont voté Mélenchon. On est à 30% de 20. C'est possible que du coup, ça en laisse un quart pour Madame Le Pen. Je ne sais pas sur quelle tranche d'âge, mais elle a plutôt une tranche d'âge, Madame Le Pen, qui est les gens qui sont dans la tranche supérieure. Et justement, alors ça, c'est quelque chose qui est... J'ai le détail. Le Rassemblement national a recensé près d'un quart des votes des 18-24 ans le 9 juin de cette année. Donc on n'est même pas en 2022, c'est cette année. 18-24, cette année. Aux européennes. Et nous, c'était combien ? Ah, aux européennes. C'était aux européennes. Mais aux européennes, c'est très particulier parce que c'est une... Vous avez réussi une belle remontada quand même aux européennes. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il y a une adhésion des idées d'extrême droite de cette jeunesse de moins de 25 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Parce que mon impression, en tout cas, c'est que quand on échange avec des jeunes, y compris quand je peux avoir des échanges parfois un peu animés avec des gens qui votent pas pour mon mouvement et qui vont faire d'autres choix politiques, en réalité, quand on débat un peu dans la durée et qu'on perce aussi certaines idées reçues du Rassemblement national. Par exemple, il y a une idée reçue sur le Rassemblement national voudrait augmenter les salaires.
Je ne sais pas d'où ça sort. Il y a des gens qui me disent ça, oui, c'est les seuls qui veulent augmenter les salaires. Bah non, c'est ce qu'ils pas... disent en hémicycle, mais dans les votes, ça ne suit pas. Ben oui, mais exactement. En fait, le Rassemblement national, il a deux stratégies différentes. Une stratégie médiatique de plateau télé où il dit des trucs, et une stratégie concrète à l'Assemblée nationale. En fait, sur les plateaux télé, il parle au grand nombre, il parle aux gens, et à l'Assemblée nationale, il parle aux patrons. Donc ils essayent de convaincre les patrons par leur vote à l'Assemblée nationale, pas vu, pas pris. Sauf qu'on est là. Donc nous, on essaye de révéler ce qu'ils font. Je vous donne un exemple très concret, puisque là, aujourd'hui, il y avait le vote sur leur prétendue réforme, abrogation de la réforme des retraites. Je dis prétendu parce que dans leur truc de financement, dans leur rapport qu'ils ont donné sur le financement de la réforme des retraites, ils disent il y a un problème, c'est l'emploi des personnes de 60 à 65 ans. Pardon ? Donc, vous voulez faire bosser plus les gens, donc entre 62 et 65 ans, on comprend. Alors même que vous êtes en train de prétendre que vous voulez abroger la réforme des retraites de M. Macron. LFI votera pas, C'est de la moquerie. Oui, justement, j'allais poser une question, vous faites une belle transition vers le sujet retraite, mais une page décisive tout seul, sur la réforme des retraites. Le Rassemblement national a déposé sa proposition de loi pour abroger la réforme des retraites qui a été étudiée ce matin en commission, qui a été adoptée, mais vidé de sa substance, puisque sans les deux premiers articles principaux. Est-ce que cette proposition de loi pour abroger la réforme des retraites, vous allez la voter? Parce que ce matin, par exemple, il y a les communistes, Fabien Roussel le premier, qui dit clairement, moi, si j'étais député, je la voterais. Chassaigne l'a dit, lui, qu'il l'a Voilà, et on sent aussi que parmi... les socialistes, en tout cas, les insoumis, même chez les insoumis, on sent que c'est un peu compliqué, c'est un peu un piège tendu. Est-ce que vous allez la voter? Non, c'est pas compliqué. On a réfléchi, hein, c'est logique, parce que le Rassemblement national ne fait pas ça pour abroger la réforme des retraites. Déjà, il faut commencer par la base. Le Rassemblement national ne fait pas ça pour abroger la réforme des retraites. Il fait ça pour essayer de foutre la merde à gauche. Donc, c'est fait pour. C'est leur stratégie depuis déjà l'année dernière. Ils font ça exprès pour essayer de foutre la merde chez nous en disant alors vous abrogez ou vous abrogez pas. Sauf qu'ils savent pertinemment que leur texte s'arrête à l'Assemblée nationale. Ils le savent. Mais pile, en termes d'image, pile ils sont gagnants, face ils sont gagnants. Et ben voilà, mais c'est pour ça qu'ils essayent de faire ça. Ils essayent de faire ça parce que pile ils sont gagnants, face ils sont gagnants. D'autant qu'il y a un système médiatique qui vient bien les aider en disant la loi d'abrogation de la réforme des retraites du Rassemblement national, comme s'il suffisait de voter à l'Assemblée nationale et boum c'était fini, on avait abrogé la réforme des retraites. C'est pas vrai. Vous êtes c'est pas vrai. Disons-le, sur les réseaux sociaux, quand vous obtenez des victoires en commission, c'est comme si ça rentrait en vigueur le lendemain. C'est pas faux, vous avez pas tort. Allez, un point pour vous. Ok, je veux bien admettre ce point-là. Mais parce que c'est symbolique le vote à l'Assemblée nationale. Donc précisément, la question qui est posée, vous me faites la transition parfaite. La question qui est posée, c'est est-ce que le vote symbolique à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi du Rassemblement national sur l'abrogation de la réforme des retraites est symboliquement quelque chose d'efficace? Qu'est-ce que ça envoie comme signal? Ça envoie le signal que, alors que leur proposition de loi est mal foutue et ne permettrait pas effectivement d'abroger la réforme des retraites, particulièrement parce que c'est mal financé, et je rappelle quand même que cet été, M. Bardella disait qu'avant d'abroger la réforme des retraites, il faudrait faire un audit pour savoir si c'était finançable ou pas. Il avait changé d'avis, M. Bardella, pendant les campagnes législatives, et maintenant il est revenu de l'autre côté. Il redit un mois plus tard qu'en fait il faut l'abroger. Mais alors qu'ils avaient dit ça, là ils nous déposent une proposition de loi, et si nous faisions l'erreur d'aller voter leur réforme des retraites. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que le Rassemblement national est un allié utile pour abroger la réforme des retraites? Ça n'est pas vrai. Est-ce qu'ils étaient dans la rue avec nous quand il fallait manifester contre la réforme des retraites? Chenu dit qu'il allait manifester. Ouais, bah c'est ça. Mais je ne vais pas dire les gros mots que je pense, mais il n'est pas allé manifester. Et quand nous, on allait faire le tour des jeunes qui étaient gardés à vue, parce que il faut bien rappeler comment ça se passait. Les jeunes, ils allaient manifester, ils faisaient des manifestations dites sauvages. Mais la réalité, c'est que dans ce pays, on a encore le droit de manifester comme on veut, quand on veut, sans prévenir le préfet de police de Paris. Sauf si le préfet de police de Paris fait des interdictions de zone de manifestation. Donc, les jeunes manifestaient. Ils étaient, hop là, embarqués, ils les mettaient dans les paniers à salade, et puis pouf, ils dispatchaient les jeunes dans les commissariats de Paris et des alentours. Et nous, on allait faire le tour, je finis juste sur ça, mais on allait faire le tour des commissariats, pendant que M. Chenu n'allait pas dans les manifestations, mais soutenait la répression policière du mouvement. Il disait oui, il soutient nos forces de l'ordre, etc. Donc ils ne sont pas du côté des travailleurs. Pour revenir à la question initiale, il y a quelqu'un qui pose, pardon, excuse-moi, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit quel est le plus important, le contenu d'une proposition de loi ou l'origine d'une proposition? Parce que ça répond. Les deux, mais les deux enfin, parce que les deux sont très importants. De la même manière que voter une motion de censure sur la question des motions de censure, faire tomber le gouvernement par la gauche, c'est pas la même chose que le faire tomber par l'extrême droite, parce que la dynamique qui est derrière, elle n'est pas du même côté. Or,
pardon. Est-ce que vous n'êtes pas aussi dans une posture un peu de refus systématique de s'entendre? Admettons que vous discutiez avec le RN, vous pourriez tomber sur des mesures qui, en fait, satisfassent les deux camps et les Français qui sont concernés. Donc, je vais vous faire le travail jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que 48 heures avant, le Rassemblement national n'a pas voté notre amendement d'abrogation? Mais je leur poserai la même question. Parce que vous êtes d'extrême gauche, monsieur le député. Mais la question, pas pour ça. La question se pose aussi dans leur camp. Est-ce qu'on n'est pas aussi capable de s'entendre? Évidemment, la question se pose dans leur camp. Sauf que nous, on est cohérents. Moi, mon objectif, c'est pas de faire la synthèse entre la grande bourgeoisie et les classes populaires. Mon objectif, c'est l'inverse. Mon objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une conscience de classe qui existe et que cette conscience de classe permette de faire l'unité des travailleurs contre ceux qui possèdent et qui font en sorte de garder la richesse de leur côté. Le Rassemblement national, il ne fait pas ça. Le Rassemblement national, il est dans une logique fasciste, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire, au lieu d'essayer de créer une conscience de classe pour lutter contre ceux qui accaparent la richesse, eux, ils essayent de diviser. Donc ils vont dire, il y a les travailleurs français et puis il y a les travailleurs immigrés. Et hier, en commission des lois, ça n'a pas loupé. Moi, je défends la régularisation des travailleurs sans papier parce que c'est utile, y compris aux travailleurs français, parce que ça protège, y compris les travailleurs français, contre la concurrence qui est créée par le patronat. Je finis pour que ça ne soit pas perdu, mais qui est créée par le patronat pour faire en sorte de faire la pression à la baisse sur l'ensemble des salaires. Et le Rassemblement national, en commission des lois, ils ont dit « Ah mais non, mais on n'est pas d'accord avec ça, c'est des clandestins. Mais parce que quelqu'un dit complètement OK, mais les Français attendent cette abrogation, alors on fait quoi? Ça rejoint un peu ce que dit Fabien Roussel ce matin en disant mais est-ce que tout ça c'est entendable? Deux choses. Est-ce que ça c'est entendable pour un mec qui a encore un an à tirer, qui se dit ben moi je l'attendais cette abrogation? Et bien précisément, donc je redis pour que tout le monde comprenne bien, le Rassemblement national ne souhaite pas abroger la réforme des retraites, il souhaite foutre la merde à gauche. Je vais dire les choses très clairement et très sans filtre. Ils veulent foutre la merde. Par ailleurs, petite parenthèse, ça fout la merde chez eux. Parce que M. Ciotti, qui est censé faire partie de la coalition Rassemblement national, il est contre la réforme des retraites de Mme Le Pen. National-libéralisme. Et voilà, donc ils commencent par foutre la merde chez eux. Mais en réalité, ils font ça pour nous embêter et pour qu'on vienne nous dire « Ah, mais quoi, vous voulez pas abroger la réforme des retraites? Finalement, regardez Madame Le Pen, comme elle est si bien, Madame Le Pen, elle veut abroger la réforme des retraites, alors que tout le reste du temps, elle fait l'inverse et que l'avant-veille, il venait de faire l'inverse à l'Assemblée nationale. » Donc, on fait quoi? Je réponds à votre question. Le Rassemblement national aurait dû voter notre amendement parce que ça met la pression sur le gouvernement et que c'était une chose supplémentaire à faire entrer dans un potentiel 49.3 de M. Barnier. Ça veut dire que M. Barnier reviendrait à nouveau sur la réforme des retraites. Les députés ont fait autrement. Et puis deuxièmement, il y a effectivement notre niche parlementaire le 28. Le 28, il y a notre niche. Ensuite, elle peut arriver au Sénat dans la niche du groupe socialiste ou communiste. Je voulais vous reprendre, quand on parlait de la niche du RN, vous diriez en sachant pertinemment que le RN sait que ça s'arrêtera au Sénat puisque ce ne sera pas adopté au Sénat. La vôtre non plus. Mais c'est pas vrai, parce qu'une fois que ça passe au Sénat, ça revient devant l'Assemblée nationale. Que le Sénat n'adopte pas le texte dans les mêmes termes ou ne l'adopte pas. Mais vous avez dit que pour le RN, ça n'irait pas que ça ne serait pas voté au Sénat. C'est que ça ne serait même pas présenté au Sénat. Ah, dans ce sens-là. Eh bien oui, si c'est même pas présenté au Sénat, il ne peut pas y avoir de navette parlementaire. Or nous, on va faire la navette parlementaire et ça va revenir chez nous. C'est vrai que le RN n'a pas de groupe au Sénat. Ils sont 4. Donc, toutes ces explications, et vous voyez pourquoi j'adore Twitch, parce que toutes ces explications-là, si je viens sur un plateau télé, alors c'est rebelote, et Madame Le Pen qui est si formidable et si fantastique, pourquoi vous n'êtes pas avec Madame Le Pen? Mais d'ailleurs, à quoi bon la France Insoumise, puisque Madame Le Pen est si formidable? Ça tombe bien, on est sur Twitch. Alors, on est sur Twitch, mais on a quand même un temps un peu imparti, et je vois que ça file, et du coup, comme on a des tas de sujets hyper importants dont il faut qu'on parle, revenons un peu au budget. Comment ça va se finir ce budget? 49.3 ou pas? Motion de censure ou pas? Bah, il y a mystère. Bah tiens, voilà, encore une démonstration que le Rassemblement national, on ne comprend pas ce qu'ils font, parce qu'ils vont voter la censure ou pas? Ils n'ont pas voté la destitution de Macron, ils n'ont pas voté la censure de Barnier. Ils permettent à M. Barnier de continuer à faire sa politique. J'ai lu ce matin un article du Monde qui disait Marine Le Pen ne veut pas voter la censure alors qu'une partie de ses députés veut voter la censure. J'ai l'impression que pour l'instant, le bazar, il est au Rassemblement national et qu'ils ne savent pas trop où ils vont. Donc, moi, je pense sur le budget, mon hypothèse, c'est, comme on est en train de faire là, on adopte des trucs que le gouvernement considère être insupportables. Donc, si c'est insupportable pour le gouvernement, il essaye de faire un 49.3. Il va faire son 49.3 quand, si jamais il le fait? Un week-end.
Parce qu'en général, le week-end, les députés, ils sont dans leur circonscription et ils sont pas là. Et du coup, faire remonter des députés, parce qu'on a fait un 49.3 pour la censure... Il y a un délai de 48 heures. Ouais, mais moi, je pense qu'ils vont essayer de s'arranger pour faire en sorte que ça soit compliqué de rassembler les députés. Après, nous, on sera... Genre un jeudi soir pour une séance, le samedi, dimanche. Comme ça, voilà, pour que ça tombe à un moment tout pourri, où il y a plein de gens qui sont pas là et qui peuvent pas forcément revenir, compris des engagements en circonscription, etc. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que les macronistes eux-mêmes fassent de l'obstruction parlementaire. 45% des amendements déposés sur ce budget sont déposés par les groupes de la coalition gouvernementale. Coalition chelou, parce qu'ils ne votent pas ensemble surtout. Enfin bon, ça c'est rigolo aussi. Mais 45%, c'est déposé par la coalition gouvernementale. Et donc, c'est rarissime qu'il y ait autant d'amendements. Mais pourquoi? Parce qu'ils essayent de faire durer les débats. Pourquoi faire durer les débats? Parce que si jamais on ne vote pas dans les temps, ensuite, le gouvernement peut faire un budget par ordonnance. Il peut décider, lui, Article 47. Voilà. Et ça, il préfère. Parce que pas vu, pas pris, tu fais ton gouvernement par ordonnance et puis voilà. Oui, j'ai une question budget. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse d'une autre voie, comme dit Éric Coquerel, je vais y arriver, qui est celle d'un budget NFP compatible, ce qu'il a dit après les discussions en commission des finances? Je pense. J'ai constaté j'ai constaté qu'en commission des finances, on avait réussi à faire passer, des mesures qui permettaient de ramasser 60 milliards, mais qu'ensuite, encore une fois, encore une démonstration, le Rassemblement national a voté avec les macronistes contre le budget qui permettait pourtant d'éviter qu'il y ait une casse du service public. Parce que nous, on est malins. On nous dit qu'il faut faire 60 milliards d'économies. Ben d'accord, on te les trouve, les 60 milliards. On aurait pu trouver plus, s'il fallait trouver plus. Faut que les gens sachent qu'il y a 200 milliards d'euros de cadeaux fiscaux qui sont faits chaque année aux entreprises, sans la plupart du temps de contrepartie. Oui, par ailleurs, ça fonctionne aussi, de contrepartie sociale et environnementale. Donc, voilà, il y a de l'argent à trouver, c'est assez facile. Il y a des niches fiscales notamment qui sont utilisées. Il y a un système d'imposition qui est complètement à revoir. Je donne juste un chiffre très simple. L'imposition, si on prend l'ensemble des impôts, la TVA, etc., l'imposition de l'ensemble des Français, on est autour, c'est même pas progressif en réalité, on est autour entre 40 et 45% de prélèvements obligatoires sur les Français moyens. Et quand on tombe chez les ultra-riches, ça tombe à 25%. C'est les mecs qui ont le plus de fric, c'est eux qui sont le moins taxés. C'est pas normal. Il y a David Guiraud qui disait hier que revenir sur la taxe d'habitation, c'est une bonne idée ou pas? La question qui est posée pour moi derrière ça, c'est la question de l'autonomie des communes pour se financer. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est un problème qu'à un moment donné, il va falloir traiter. Moi, je suis pour. Alors après, moi, je suis une version aussi particulière de républicain jacobin. Donc, moi, je suis pour un système simple. La commune, le département, l'État. Voilà. Et là-dedans, vous verrez qu'il manque 2 ou 3 strates. C'est pas loin. Non, il y en a quand même deux autres. L'intercommunalité, vous aimez pas, et les régions, vous aimez pas. Et les régions. Oui. Bon, quand ils disent qu'il faut supprimer le millefeuille administratif, machin, les régions, déjà, on pourrait voir l'utilité. Jean-Luc avait proposé un truc qui n'est pas bête, c'est de regrouper les régions autour des bassins versants fluviaux. Parce qu'une des questions principales qui va être posée à l'avenir, c'est la question de l'eau. Vous avez vu la situation des inondations. L'été, c'est les situations de sécheresse. Donc, la question de l'eau devient une question majeure, que ce soit pour en avoir quand il n'y en a pas, ou pour gérer ce qu'elle fait quand il y en a beaucoup. Pas trop en avoir quand il y en a. Ouais. Donc c'est une vraie question. Par contre, les intercos, moi je considère personnellement que c'est un système qui éloigne la démocratie. Moi je suis pour le système communal et des syndicats sur des sujets particuliers, des syndicats intercommunaux ou sur comme le syndicat des eaux. Voilà, là on va gérer ensemble parce que c'est pratique sur l'eau. Là on va gérer ensemble parce que c'est pratique sur les poubelles, etc. etc. Et comme on arrive en fin, moi j'avais une question sur Andy Kerbrat, sans parler du dossier. On nous a demandé dans le chat. On n'est pas flic. Bien sûr, c'est normal. Il a reconnu les faits, mais moi, normal. je voulais faire un pas de côté, comme je fais souvent, sur la question de la consommation de drogue dans le milieu politique. On sait que ça existe, il y a pas dans tous les groupes, il y a secret de polichinelle. Moi, j'aimerais poser la question sur le rythme de vie des députés. Parce que moi, je suis tout seul quotidiennement l'actualité politique, c'est éreintant. Et vous, je crois qu'hier, vous étiez ensemble jusqu'à 3h du matin. 2h. 2h. Mais justement, comment vous faites et comment améliorer le niveau de vie des députés? Vous aviez fait un tweet en disant on est payé 7 000 balles. Oui, franchement, au bout d'un moment. On reste des êtres humains et physiquement, c'est dangereux. Je me permets de juste rajouter la question, parce que c'est la question qu'on nous a demandé tout à l'heure. C'est aussi, on demandait est-ce que Andy Kerbrat doit être démissionné? On nous pose la question. Bon, il y a plusieurs questions en une. Je commence par Andy, parce que c'est, à mon avis, et puis après, je répondrai sur la question sur le rythme de vie. Il nous reste 2 minutes.
Ok, je vais essayer de faire. Sur Andy, moi, je considère depuis le début que la manière dont on gère la question des stupéfiants dans notre pays, c'est n'importe quoi. Qu'il faut déjà, sortir de l'hypocrisie que vous décriviez tout à l'heure. Un Français sur deux a déjà fumé du cannabis. Hein, donc on fait quoi? On fout 30 millions de Français en prison parce qu'ils ont fumé du cannabis. C'est une absurdité. Donc ce qu'il faut faire, c'est, à mon sens, travailler sur la dépénalisation de l'usage des stupéfiants pour concentrer les forces de police non pas sur la répression des consommateurs, mais sur la répression des trafiquants. C'est ça qui est utile. Ensuite, poser la question de la légalisation du cannabis, parce que c'est aussi une manière de faire de la prévention et de faire en sorte que les gens, par exemple, comme c'est fait, il y a quelqu'un qui le met comme au Portugal, ou comme c'est fait sur l'alcool. L'alcool est une drogue qui est très utilisée dans notre pays, qui pose plein de problèmes de santé publique et de sécurité publique d'ailleurs aussi, et notamment qui a des effets sur la question des violences conjugales. Donc c'est pas un petit sujet l'alcool, mais on n'a pas pénalisé et on traite ça comme une question de santé publique. Petit 1. Et ensuite 2 sur la question de la vie des députés. Je ne sais pas comment vous dire. Moi, il y a un truc qui m'est arrivé dans ma vie, qui est que je suis devenu papa, donc ça rajoute une question qui est particulière, parce qu'il faut gérer la vie de famille et en même temps le mandat. Mais je pense, pour beaucoup d'entre nous, on est engagés, en fait. Moi, j'essaye de changer. Enfin, ça va vous paraître fleur bleue, mais moi, j'essaye de changer le monde. Donc, je me dis, quand je suis fatigué, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire mon secret. Quand je suis fatigué, je me dis, à mon avis, Che Guevara, il ne demandait pas une pause. Quand il était en train de faire la guérilla, il ne demandait pas une pause et les risques étaient un peu plus élevés que ceux que j'ai à vivre moi. Donc je me dis, ça a été pire pour les camarades avant et ça sera peut-être pire dans le futur. Eh ben, beau mot de fin, puisque on doit rendre... un peu pessimiste, mais on continuera... Non, mais que déjà, monsieur Léo va continuer la discussion, puisqu'à 18h, voilà, tout à fait. Très belle pub en tout cas. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci le chat d'avoir bien participé. On a eu plein de questions, désolé, il y en a aussi plein qui sont passés et je voyais les gens dire « Ouais, vous ne reprenez pas les questions ». Merci pour tout. Merci Fanny d'avoir... Merci Fanny. Merci Hugo. Et du coup, le chat, on vous retrouve lundi sur LCP, puisqu'il y aura lundi c'est politique. Merci à tous. Et demain chez moi. On se retrouve lundi et mercredi prochain avec Valérie. Bonne journée tout le monde. Salut.